écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Vous connaissez, enfin vous avez entendu parler, vous avez lu des BD ou regardé des films avec des diplodocus, des tyrannosaures, des tricératops, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des ptérodactyles. Il y en avait au Maroc, et pour nous en parler dans ce podcast, professeur Boutakiout Mohamed, dont je rappelle qu'il est professeur de géologie, qui est responsable du géoparc de Mgoun, il va nous en parler à la fin. Pour nous parler de nos dinosaures à nous. Alors bien sûr, c'est une vue de l'esprit, parce qu'il n'y avait rien qui ressemblait au Maroc à l'époque des dinosaures, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à cette partie de notre passé. Si Mohamed, à vous la parole. Merci encore, une deuxième fois. Alors, pour ce qui est dinosaures, il faut les mettre d'abord dans un contexte global, toujours pas géographique. L'époque des dinosaures, c'était l'époque où les continents étaient très proches. C'est pour ça qu'on trouve les dinosaures partout, semblables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Maroc, Portugal, parce que c'était des continents proches. Et les dinosaures arrivaient à avoir une répartition géographique très importante. Mais ils étaient des espèces à part entière. Si je parle du Maroc, par exemple, on a trois grands types de dinosaures. Les dinosaures terrestres squelettiques, c'est-à-dire là on a trouvé des squelettes entiers. Le Moyen Atlas, on a trouvé 2. Le premier a été complètement abîmé, détruit, on n'a pas de traces. Il y a surtout dans la région d'Elmers. Elmers, c'est dans le Moyen Atlas, au nord de Boulmen, entre Boulmen et Mouzzer de Marmoucha. D'accord. Donc, on a trouvé le Cétiosaure magrobensis dans les années 50. C'est un dinosaure de grande taille, semblable au Diplodocus. Combien de mètres ? 5 à 6 mètres de hauteur et une vingtaine de mètres de longueur. Herbivore ? Herbivore. D'accord. Et puis, on peut rajouter la dernière découverte qui a fait la une des réseaux sociaux. C'est la découverte récente d'un stégosaure, c'est-à-dire ces dinosaures de plus petite taille qui ont sur le dos 2 crêtes de plaques osseuses. Les Stegosaurus, qu'on a appelés Adrarticlites Abou Helfa. Abou Helfa, c'est la région de Truc. C'est une découverte récente qui a été publiée dans une revue anglaise. Alors celui-là, il est plus petit ? Il est beaucoup plus petit, c'est un herbivore. C'était vraiment ce qu'on appelle les prairies, les vaches de dinosaures. Ils étaient nombreux, donc le fait de le trouver au Maroc, sans doute, il y a ses frères partout qu'il faut chercher. Et les mêmes étaient aux États-Unis. Mais la grande découverte, par exemple, au Maroc, c'est qu'il est découvert dans des terrains plus anciens. Aux États-Unis, les stégosaures se connaissent par des milliers. C'était des prairies à stégosaures. Seulement, ils sont dans le Jurassique supérieur. Au Maroc, on les a trouvés dans le Jurassique inférieur. D'où l'importance de la découverte, c'est-à-dire c'est l'un des premiers stégosaures connus sur l'histoire de la Terre. Donc, le temps aussi joue un rôle. Ça, c'est le moyen. C'est quelle période Le Jurassique moyen, à peu près 180 millions d'années, alors qu'ils sont à 130, 150 dans les États-Unis et au Portugal. Est-ce qu'on avait des dinosaures carnivores ? Au Moyen Atlas, il y avait un seul qui a été cité, mais on n'a plus on ne sait pas de ce qu'il est devenu. Parce que beaucoup d'ossements de dinosaures ont été emportés à l'époque du colonialisme dans le musée européen, notamment le Muséum d'histoire naturelle de Paris, de Berlin, un petit peu en Italie. Et il y a beaucoup sans doute qui sont encore dans des caisses qui ne sont pas étudiées ou qui sont détruites. Moi, je me posais une question. Je sais qu'il y a une trace de dinosaures qui porte d'autres noms. Oui. Ça je vous laisse le dire parce que je n'arrive pas à le... Il n'y a pas de problème. Comment ça s'appelle ? C'est Butacioticnium. Le Butacioticnium. Icnium. C'est quoi ? C'est une trace de pas de dinosaure particulière, une espèce nouvelle qui a été découverte à Iwariden dans la région de Demnetz. Alors, si vous allez sur Internet et que vous regardez cette trace de pas de dinosaure, vous allez voir donc une trace de pas de dinosaure, mais moi là, je pense que j'aurais pu passer à côté sans jamais le repérer que c'est une trace de pas de dinosaure. D'où ma question, comment vous faites, vous, dans ce métier, pour faire remonter l'information au niveau scientifique que c'est une trace de pas de dinosaure et pas juste un trou, quoi ? Il faut d'abord le contexte géologique, c'est-à-dire ces dinosaures, pour qu'ils laissent leur empreinte, il faut que le terrain soit imbibé d'eau. Donc vous savez où chercher. Où chercher, exactement. On ne peut pas trouver, par exemple, une patte de dinosaure dans un milieu marin. Le dinosaure ne nage pas. Le dinosaure terrestre, c'est certain qu'il nage. Donc il faut un endroit d'abord continental.
Et deuxièmement, généralement dans des lacs ou ce qu'on appelle des deltas de fleuves. C'est-à-dire vous, par exemple, les humains, il nous arrive de marcher sur les sables, au bord de la mer. On laisse nos traces. Par contre, quand la mer monte, il est détruit. Mais imaginez que ces traces, d'ailleurs on en trouve de certains endroits, qui sont colmatées par des argiles, c'est-à-dire qu'ils les préservent de la destruction des vagues. Par la suite, l'érosion de nouveau les enlève, on a la trace du pied. On trouve maintenant des traces des pieds de l'homme historique. Donc oui, mais quand vous dites, vous savez où chercher, c'est des surfaces immenses, non? Il faut dire que dans les fossiles, on en connaît un petit peu, au maximum 5% de ce qui a été véritablement qui vivait. C'est-à-dire, les gisements fossiles sont des exceptions. C'est-à-dire, premièrement, il faut que l'érosion nous le montre, alors qu'il y en a des milliers encore sous les terres. Et deuxièmement, il faut que cette fossilisation ait lieu, parce que tous les animaux qui meurent ne sont pas fossilisables. Il y a certains qui sont détruits par le courant, d'autres sont détruits par les bactéries. Et pour que l'auditoire suive, si on laisse un animal, une vache ou un cheval qui est mort à la surface de la Terre, au bout de quelques mois, même une année, il est détruit dans sa totalité. Parce que les bactéries, les chiens, la décomposition. Donc il faut l'enfouir, c'est ce qu'on appelle les tombes. Par exemple, les humains, on peut aller dans des cimetières très anciens, même chez les pharaons, etc., qui sont fuis, on trouve des squelettes, parce qu'il est préservé. Donc les fossiles, c'est la même chose. Il faut que l'animal, quand il meurt, soit tout de suite enfoui dans le sol, sinon il est détruit. Donc rien que ça, c'est une exception, premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'il monte. Donc, un animal qui est mort dans la mer, il faut que la chaîne de montagne le soulève, il faut que l'érosion les enlève, l'érosion coupe et il faut qu'un géologue vienne les voir. Donc, tout ça, c'est des facteurs importants. C'est pour ça que les gisements, il y en a ici, là, on ne trouve pas partout dans la Terre. Alors que les dinosaures, ils ont conquis toute la planète Terre. Mais on ne les trouve que des endroits qui montrent ces conditions. D'accord. Alors, ces dinosaures marocains, par exemple, vous nous avez parlé il y en a un qui est reconstitué au musée. Au musée, c'est une pièce magnifique, extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est complet. D'accord, le squelette complet du dinosaure. Complet, même ce qu'on appelle le skull, c'est-à-dire le cerveau, le crâne, il est préservé. Alors celui-là, comment il a été trouvé? Il a été trouvé, pour vous donner l'histoire, c'est dans la région de Ouizat, où un berger, c'est toujours comme ça. Hein, c'est le hasard de découverte qui a vu les ossements et puis qui est allé le dire au cahier de la gendarmerie et puis qui sont venus. D'ailleurs, les ossements, les premiers, ont été étudiés par l'Institut de l'archéologie. Alors que l'archéologie s'occupe du quaternaire et les géologues anciens. Il y avait toute une problématique administrative où ces ossements, d'ailleurs, ce qui est spectaculaire, rien que pour cet animal, l'Atlasaurus, qui fait 5 mètres de haut et 17 mètres de long. Et c'est mis à une vingtaine de tonnes. Qui a été rapatrié par des hélicoptères Puma de la gendarmerie au ministère de l'Énergie et des Mines. Les ossements sont encore là. Les ossements sont lourds. Ils sont là et on fait des répliques, les moulages. Celui qu'on a monté à Azilel, d'ailleurs, il est descendu à Rabat et puis il est revenu à sa terre natale. Et puis un deuxième qui est parti à Paris, qui était exposé, je crois, dans les années 1999 et qui est rapatrié, qui est maintenant monté au musée du ministère de l'Énergie et des Mines. Donc on a 2 exemplaires, un à Azilal et un deuxième au ministère de l'Énergie et des Mines. Et il y en a un qui a surgi dans une vente aux enchères américaine, je crois. Ça, c'est faux. Ils ont dit que c'est une queue d'un Atlasaurus. Pourquoi? L'Atlasaurus, il y en a 2 au monde. Tout ce qui est rare devient très cher. Les gens du Mexique, ils ont trouvé une queue. Et parce que c'est des marchands, hein, c'est toute une plaque de marchandises. Ils ont dit que c'est une queue d'Atlasaurus pour que la vente monte. Or, moi, j'ai compté 44 vertèbres pour l'Atlasaurus et eux, leur queue, il fait, je crois, 32. Donc, ce n'est pas la même espèce. Et comme ça, le Maroc s'est désintéressé de cette vente. Donc c'était une fausse information. C'est une fausse information. Donc on n'a pas eu de dinosaure qui a quitté nos frontières illégalement. D'ailleurs, quand le ministère des Mines a dit que ce n'est pas un Atlasaurus, tout s'est arrêté. Mais quand même, je crois savoir, parce que j'ai vu des articles qui vous citent, qu'il y a quand même un trafic de dents de dinosaures ou d'os de dinosaures. Ah oui, mais ça continue toujours. Même tout le temps. C'est terrible. Il y a beaucoup de spinosaures, beaucoup... Si je vous donne l'exemple d'une espèce, par exemple, très intéressante, qui a été retrouvée dans le bassin des phosphates, Zaraphazora. C'était un plésiosaure marin, c'est comme le Loch Ness. Le Loch Ness, oui, d'accord. Ouais. C'est vraiment un animal avec un grand cou. Un grand cou. Donc, on l'a trouvé dans le gisement de phosphate et on a été surpris qu'il est vendu aux enchères dans la Christie's, dans une maison de vente à Paris.
L'association de protection du patrimoine géologique, dont je faisais partie pendant 10 ans, etc., a sorti un truc et ça a flambé dans les réseaux sociaux. Sa Majesté était au courant et grâce à lui, on a rapatrié ce Zarafazora qui est au ministère de l'Énergie et des Mines. Mais c'est celui-là dont je voulais parler. Et voilà. Maintenant, il est au ministère de l'Énergie et des Mines et j'espère qu'il sera monté dans le futur musée de l'archéologie et sciences de la Terre qui est prévu dans la région d'Araba au niveau de l'ancienne ambassade des États-Unis. Maintenant, on y travaille pour... Parce qu'on a eu des discussions avec les Européens qui ont ce patrimoine. Et beaucoup d'entre eux, ils nous disent qu'ils sont en sécurité chez nous. Construisez des musées chez vous au Maroc et on vous rendra ce patrimoine. Et c'est vrai qu'on manque des endroits précis où on peut quand même sécuriser ce patrimoine géologique. D'accord. Donc il faut des musées. Et il faut des lois, il faut une législation. Parce qu'il faut interdire aussi l'exploitation et l'export de ce patrimoine géologique important. Faites-nous un petit peu peur, là. C'était quoi le dinosaure le plus terrifiant un carnivore bien agressif? On avait ça chez nous? Dans le sud marocain, il y a 4 dinosaures importants. À Tazouda, au sud de Ouarzazate, il y a Tazoudasaurus, qui a donné son nom. Ça, il est très important parce que c'est l'un des premiers dinosaures qu'on ait dans le monde. Il est dans le Lias, 180 millions d'années. C'est vraiment le premier dinosaure. C'est ça, le Maroc, il est important parce que les dinosaures qu'on trouve, ils sont un petit peu plus anciens que ceux des États-Unis. Mm-hmm. Mais le plus spectaculaire d'eux, c'est dans la région de ce qu'on appelle les Kemkem, la région de Foud, le Spinosaurus. C'est l'un des plus beaux et des plus grands dinosaures. Beaucoup plus grand, je le dis, je pèse mes mots, plus grand que le Tyrannosaurus. On parle de combien de mètres, là, de tonnes Il faisait au moins 12 à 15 mètres de long. Et ce Spinosaurus, il a toute une histoire lui-même. Il est connu rien que dans le Sahara. Le Sahara, à l'époque, était riche en animaux, etc., beaucoup de fleuves. Et Spinosaurus, il a j'allais dire une gueule. Et il avait des mâchoires de crocodile. Donc, il pêchait et en même temps, il mangeait les herbivores. C'était un monstre de l'époque, il nageait. Donc, il avait 2 régimes, piscivore et carnivore, ce qui est unique. Et deuxièmement, sa grande taille, et il a une crête sagittale au-dessus. D'ailleurs, si vous tapez à l'internet, il vous sort. Encore ce dinosaure, il a été étudié par un Américain, Sereno, un grand spécialiste. Et on a vu le montage de Spinosaure dans toutes les universités américaines, soutenu par National Geographic. Et mon grand souhait, c'est qu'on ait un exemplaire à monter dans le futur musée, parce que c'est un dinosaure magnifique. Et il y avait à côté de lui le Carcharodontosaurus, il avait des dents de requin, qui est aussi un énorme et très grand carnivore. Les herbivores aussi étaient importants. Dans la région de Dmenet, on a trouvé une espèce, d'ailleurs qui porte le nom, le Breviparopus tarbolutensis, qui est tarbelut, dont les traces de pas font 1,15 m, 1,15 m de pied, par rapport à un éléphant qui fait 20 cm. Donc sa taille, il fait 5 fois plus. Il était sans doute beaucoup plus grand que le Diplodocus américain. C'est donc le cinéma marocain qui aurait dû faire Jurassic Park. Oui, il y a de quoi. Mais je continuerai. Il y a les traces de pas qui sont beaucoup plus nombreux. Il ne faut pas oublier une partie de ces animaux de grande taille qui ont vécu dans le bassin de Khoribga, qui sont magnifiques. Il y a le Zarafazora, le plésiosaure. Il y avait à côté ce qu'on appelle le Masosaurus. C'était le terrible animal prédateur de toutes les mers du Crétacé-Jurassique et qui faisait 12 mètres de long. Un animal marin. Un animal marin, le Mosasaure, et qui fait une bouchée pour le plésiosaure, le Lochless. C'était énorme. Et celui-là aussi, on le trouve partout. Il fait la richesse des musées européens et qu'on trouve en masse. Et on a beaucoup d'exemplaires dans le bassin de Khoribga, qui peut alimenter une vingtaine de musées marocains. Est-ce que c'est les recherches de phosphate qui ont permis de sortir ces... Exactement. Et on en sort tous les jours. Tous les jours, on en sort. Toutes ces machines qui sont en train de broyer ou d'explorer, ils en sortent. Il y a certains qui sont broyés par les machines. D'autres, quand on les voit très bons, ils sont mis de côté, ainsi de suite. D'accord, donc vous êtes en train de me dire... C'était une mer riche. Il y a des crocodiles, il y a des tortues, il y a des plésiosaures, il y a des mosasaures. Il y a, dernièrement, on a découvert l'ancêtre des éléphants, ce qu'on appelle Phosphatarium. C'était un petit animal aussi grand qu'un chien, et c'est lui l'ancêtre de tous les éléphants, parce qu'il avait les molaires d'éléphant et il avait un début de trompe. D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, tous les jours, si j'ai bien compris, on sort des restes
C'est quoi, des eaux Des eaux bien conservées dans cette mer phosphatée magnifique, qui était à l'époque une mer oxygénée, riche en matière organique. Et aujourd'hui, cette mer, elle serait dans quelle zone géographique? C'est ce que vous appelez la mer de Kholibga, enfin Concentrée surtout dans le bassin de Khribga ou Adzem, pour l'instant. Dans les phosphates de Ben Gurir, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'ossements. Peut-être on ne les a pas cherchés. Dans les bassins phosphatés de Boukra, à ma connaissance, on ne les signale pas. C'est surtout dans la région de Khribga maintenant que cette diversité ou cette paléobiodiversité est magnifique et énorme, et grande et importante. Est-ce qu'il y a des oiseaux Oui, il y a des pas des oiseaux, non. Des ptérosaures, c'est-à-dire des dinosaures volants. Voilà, c'est ça. Ptérodactyles. Voilà. Il y en a un dans le Khribga et puis un autre dans un site nouvellement découvert, à Ansa, au site d'Agadir. On a trouvé des traces de pas dinosaures et des restes de ces ptérosaures, ces dinosaures volants. Alors, deux questions vraiment basiques. Ils n'ont jamais croisé l'homme, ces animaux? Jamais. D'accord. L'homme, il est venu bien après. On est obligé de poser la question. Non, mais vous avez raison. Quand j'étais petit, je lisais Pif Gadget, il y avait Raon. Raon, il luttait contre les dinosaures. Deuxième question, comment ils ont disparu? Alors, dans l'histoire de la Terre, il y a 5 grandes extinctions en masse, c'est-à-dire toutes les espèces ont disparu presque à 95%. Je citerai deux, celle de la fin du Permien. 95% des espèces ont disparu. Il y a un renouvellement. Puis les dinosaures. À la fin du dinosaure, le Crétacé, 65 millions d'années, tous les dinosaures ont disparu. Pas que les dinosaures, les ammonites, les Birmiens, un tas de trucs. Et puis les mammifères. Les petits mammifères qui vivaient dans le Jurassique, ils étaient comme des souris. Ils fouillaient. Les dinosaures étaient terribles. Et c'est la disparition du dinosaure qui a permis le développement des mammifères dont on est descendant. Les vertébrés mammifères ne se sont développés qu'après le Crétacé. Alors maintenant, ces grandes extinctions importantes pour la vie, parce qu'ils la renouvellent, parce qu'il faut dire que dans les dinosaures, à la fin du Crétacé, ils sont devenus de grande taille, ce qu'on appelle le gigantisme. Et quand on devient grande taille, c'est-à-dire qu'on est devenu spécialisé. Spécialisé, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à manger de la forêt dense. Il suffit que cette forêt disparaisse pour que les animaux responsables qui la mangeaient disparaissent aussi. Et derrière eux, toute la chaîne alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est ceux qui peuvent s'adapter. Généralement, ceux qui s'adaptent à plusieurs milieux, c'est ceux qui prennent le relais. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est un changement climatique. Il y a 3 grands facteurs. Premièrement, le plus important, c'est toujours les impacts d'astéroïdes. Toujours. La Terre est percutée. D'ailleurs, par un astéroïde qui fait 10 km, dont on a trouvé la trace au Mexique, le Chiluxen. On trouve un cratère de 10 km. Il y a le changement climatique, refroidissement. Et puis la troisième chose, c'est le volcanisme. Et le volcanisme intense. Donc, quand vous avez une chute d'astéroïdes importante, la Terre elle-même devient craquelée. Et il laisse échapper des volcans. Les volcans lancent des masses de nuages énormes, des milliards et des milliards de mètres cubes. Ce qui fait que la Terre s'enveloppe. Il empêche l'arrivée de la lumière. Et comme la lumière est l'origine de la vie, c'est-à-dire la photosynthèse, il faut aux plantes la lumière pour qu'ils synthétisent les matières organiques, et c'est les plantes, les carnivores, les herbivores, etc., toute la chaîne. Quand vous détruisez l'origine, c'est-à-dire le végétal, vous détruisez toute la chaîne alimentaire. C'est ce qui s'est passé. Donc si je résume, percussion de météorites, sortie de poussière de volcans, voile autour de la Terre, plus de lumière, plus de chlorophylle, plus d'herbivores, plus de carnivores. Tout chute. D'accord. C'est donc ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et ça se répète sur la Terre. J'ai mis du temps avant de vous rencontrer. D'accord. Et il faut dire qu'actuellement, les Américains prennent au sérieux ça et il faut les remercier parce qu'ils ont des projets de recherche de la NASA pour éventuellement éviter un nouveau choc d'astéroïdes. Quelles sont les espèces aujourd'hui qu'on connaît qui relèvent de cette période avec des changements peut-être mineurs? Moi, j'ai lu quelque part, vous allez
qu'un animal, par exemple, comme le crocodile, relève de cette période-là, le dragon de Komodo, le varan. Le varan. Il y en a d'autres comme ça. Oui, et dans la mer aussi, parce que il y a la sélacanthe qui. Je ne connais pas. La sélacanthe, c'est un poisson osseux, comment dirais-je, vivant. Mais il vivait sur les plateformes du Dévonien carbonifère. Il y en avait beaucoup. Et puis qui a disparu, on s'est dit, ça y est, c'est fini. On l'utilisait d'ailleurs dans les études géologiques comme un fossile qui a disparu. Et dernièrement, on les a trouvés dans l'océan Indien, au Japon, etc. On les a filmés. C'est des beaux poissons bleus et qui se sont cachés un petit peu dans des gouffres et que l'homme les a découverts maintenant. Les scorpions, par exemple, on dit maintenant, s'il y a une guerre nucléaire, etc., tous les insectes à carapace peuvent passer des crises nucléaires, un bombardement nucléaire ou de... C'est ce qu'on dit sur le cafard, en tout cas. Ah oui, ils sont beaucoup plus résistants que nous. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça qui nous entourent et qui viennent de cette période-là? Il y a les crocodiles. Mm-hmm. Il y a les sélacanthes, il y a beaucoup de foraminifères, d'organismes marins. Les rhinocéros, tout ça, non? Non. Tout ça, c'est du quaternaire, du tertiaire. Toute cette... Tous les mammifères. Les mammifères, la majorité des mammifères, c'est eux qui sont développés après la crise. Les reptiles, tout ça, non? Et les oiseaux. Les oiseaux sont des descendants de dinosaures. Ah bon? Il faut dire, il y a beaucoup de paléontologues qui le disent, les dinosaures continuaient à vivre parmi nous en faisant allusion aux oiseaux. Si vous prenez un poulet ou un canard, il n'est pas loin d'un dinosaure. Il a les 3 tridactyles, le bec, il a perdu juste les dents. Alhamdoulilah. On aurait du mal à le cuisiner avec des frites. Oui. Parlez-nous, pour terminer, du géoparc de Mgoun, parce que je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est important à savoir. Alors, le géoparc du Mgoun, disons, il a commencé, les premières études ont commencé en 2000, grâce à une association, Patrimoine géologique du Maroc, dans laquelle militaient 2 personnes importantes et qui sont natifs de la région. Un Nadifi, qui était président de Holcim à l'époque, et avec modestie moi-même. Et une dame très importante qui est décédée, qui était l'une des plus grandes géologues du Maroc depuis le colonialisme, mademoiselle Formuré. Donc les géoparcs commençaient déjà en Europe, on a commencé avec eux. Seulement eux, ils sont développés. Donc le géoparc, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une idée de géologue, c'est-à-dire on revient à ce patrimoine. Comment le protéger? C'est impossible, même l'État ne peut pas le protéger. On ne peut pas mettre un gendarme ou un policier à côté de chaque gisement fossilifère. Ou chaque caillou. Donc l'idée que c'est les populations locales qui doivent le défendre. Mais une population locale, pour les intéresser, écoutez, c'est un caillou, ils s'en fichent, ils peuvent même le vendre. Ils s'en fichent plus, ils peuvent le vendre. Ils peuvent le vendre. Donc en leur montrant des alternatives comme quoi il peut être un patrimoine durable et qui peut être profitable à eux, ils peuvent le protéger. Donc, le géoparc Mgoun, c'est lancé là-dedans. C'est-à-dire valoriser le patrimoine géologique, mettre des panneaux et sensibiliser la population comme que le patrimoine, les traces de dinosaures, il ne faut pas les détruire parce que les touristes viennent le voir. Et s'ils viennent le voir, vous pourrez mettre un petit café, faire une randonnée. Ça génère du trafic. Ça génère du tourisme, c'est-à-dire une retombée. Non, mais quand vous dites géoparc, c'est que concrètement, c'est un parc. On paye et on rentre. Non, c'est pas ça. Non, c'est un territoire. C'est un territoire qui est riche de sites géologiques, mais auquel on a adjoint les sites culturels, les greniers, etc. Tous les atouts économiques, tous les patrimoines en fait. Et de la signalétique, bien sûr. Et la signalétique. Pour expliquer ce qu'on voit. D'accord. Et on a rajouté un musée dont mon ami Cerceau est scénographe, c'est-à-dire on espère là aussi. Il y a une malédiction du musée au Maroc que mes amis m'ont dit. Ça fait 10 ans, 15 ans. Je parle des musées des sciences de la Terre, les musées anciens. Les musées contemporains ont pris avec la nouvelle... disons que la vitesse de construction d'un musée est proportionnelle à la période... c'est-à-dire que le musée moderne, il faut faire vite. Par contre, pour les dinosaures, exactement. Il faut prendre le temps. Mais on aurait aimé que au moins 1 ou 2 font éruption, ce qui fait, comme nous au Maroc, une boule de neige. C'est-à-dire, une fois qu'un musée est fait, que les gens voient, les autres régions peut-être seraient intéressées de monter leur musée. Et pour nous, les plus importants, dans ce musée, on va protéger le patrimoine. Très bien. Question subsidiaire, elle est, encore une fois, c'est pas des mammifères, les dinosaures, donc il y avait des œufs. Ah oui, il y a des œufs. D'accord, donc ils se couvaient.
Et ce couvert vivipare comme les poulets. Comme les poulets. Donc il y avait des Il femelles y avait dinosaures. des nids, des femelles. Enfin, on n'a pas été chez eux. On fait un petit peu ce qu'on appelle l'actualisme. Quelle serait la taille d'un œuf d'un grand Ça dinosaure? dépend. Parce que les dinosaures, ils partaient d'un règne moineau, d'un moineau jusqu'à un diplodocus de milliers de tonnes. Ils étaient très diversifiés. D'accord. C'était, Les gros œufs de dinosaures. les gros, ils sont beaucoup plus que celles dans notre rue. Jusqu'à présent, je croyais 50 cm. C'était pas des œufs proportionnels à la taille, mais généralement, ils font de 50, 20 cm, 50 cm. Les nids qu'on a trouvés, c'est aux ordres de 50 cm. Certains, même les œufs, avec les méthodes actuelles de scanner, on a vu les bébés dinosaures à l'intérieur. Ils sont conservés. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Je vous en prie. professeur. C'était passionnant. Et retrouvez-nous sur Radio Ma'alif pour d'autres podcasts Histoire. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.